Bon après-midi et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui au Church Center. Et bienvenue à nos participants en ligne. Nous organisons cet événement sur la terre non cédée du peuple Lenape. Nous sommes reconnaissants pour eux. Je m'appelle Janet Palafox et je suis la représentante de l'ONG de l'Institut de la Bienheureuse Vierge Marie et de la Congrégation de Jésus auprès des Nations Unies. Cet événement est co-organisé avec d'autres ONG qui sont Viva International, Medical Mission Sisters, Marinol Sisters, la Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur et la Société du Sacré-Cœur. Pour la plupart d'entre nous ici, il est difficile d'imaginer un monde où la voix des femmes était largement réduite au silence, où leur rôle était relégué à l'ombre de la sphère privée. C'était pourtant la norme il y a quelques centaines d'années. Et dans d'autres endroits aujourd'hui, c'est toujours la norme. Et pourtant, durant les 1500 premières années du christianisme, un puissant contre-récit a été émergé. Dans l'espace sacré des couvents, les femmes ont forgé un mode de vie alternatif, transcendant les limites imposées par la société, où l'étude, la prière et le leadership spirituel prospéraient loin des pressions économiques et des attentes conjugales qui définissaient alors une grande partie de leur existence. Des femmes comme Brigitte d'Irlande, Hilda de Whitby, Hildegarde de Bingen et Catherine de Sienne ont défié les normes de leur époque. Elles ont incarné un leadership spirituel profond, guidant hommes et femmes, accompagnant leur communauté dans des périodes troublées et remettant en question les structures de pouvoir. Ces figures, ainsi que de nombreuses autres issues de différentes traditions religieuses, nous rappellent la spiritualité profonde et transformatrice que les femmes ont apportée à leur communauté de foi et à la société. Au cours des 500 dernières années, les religieuses catholiques, y compris les fondatrices de nos congrégations, sont sorties de l'ombre d'une église patriarcale pour revendiquer une présence audacieuse et active dans la société. Leur lutte ne s'est pas limitée à l'égalité, mais à la reconnaissance même de leur vocation à diriger, enseigner et servir. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer cet héritage remarquable du leadership et de la spiritualité des femmes. Un héritage qui continue de résonner et de nous inspirer. Notre modératrice aujourd'hui est Kimberly Apit Moloché, la directrice de Good Shepherd. Merci. Merci Jeannette. Bonjour à tous et à toutes. Et merci d'être présent pour cette discussion essentielle. C'est un honneur pour moi d'être la modératrice de cet échange. Alors que nous nous engageons dans ce dialogue intergénérationnel, nous réfléchissons au parcours des femmes de voix depuis l'adoption de la plateforme d'action de Pékin en 1995. Les religieuses ont toujours été à l'avant-garde des transformations sociales, naviguant et défiant les structures patriarcales tout en défendant les droits humains, la dignité et la justice. La discussion d'aujourd'hui examinera les avancées réalisées vers l'égalité des genres, les obstacles persistants et les actions collectives nécessaires pour accélérer le changement. Ensemble, à travers les traditions religieuses, au sein des institutions religieuses et en partenariat avec les hommes de foi, nous réaffirmons notre engagement pour un monde plus juste et équitable pour toutes les femmes et les filles. Écoutons maintenant notre première intervenante, sœur Babita Kumari des Medical Mission Sisters, qui va nous partager ses perspectives sur l'intersection entre les religieuses et l'égalité des genres dans le domaine de la santé et du développement communautaire. Babita, nous sommes ravis de vous accueillir. Bonjour à tous, bon après-midi ou bonsoir à tous ceux qui sont présents ici et sur Zoom. C'est pour moi un honneur et un privilège de partager avec vous l'héritage de notre fondatrice, Anna Dengel, l'une des nombreuses femmes qui ont brisé les barrières de la santé, de la guérison et du bien-être des femmes de son époque.
J'aimerais aussi vous partager l'histoire des sœurs des missions médicales à devenir feu et flamme dans le monde actuel. Anna Dengel s'est inspirée de la docteure Anne McLaren, qui était profondément préoccupée par le manque de soins de santé pour les femmes musulmanes du nord de l'Inde, l'actuel Pakistan, au début du XXe siècle. Anna a étudié la médecine en Irlande grâce à une fondation créée par la docteure McLaren, puis a travaillé comme médecin missionnaire laïque à l'hôpital en Pakistan. Elle a aidé les femmes à travailler comme médecins et elle les a aidées à s'affirmer en tant que docteurs. Elle a vu que la seule façon d'avancer serait de former un groupe de religieuses catholiques engagées, dévouées et professionnellement formées dans tous les domaines de soins de santé. Cependant, elle devait, elle a dû choisir entre sa mission médicale et devenir religieuse. C'est pour cela qu'elle a créé un groupe de religieuses catholiques engagées, dévouées dans tous les domaines de la santé. Ce groupe de religieuses catholiques engagées serait capable de faire une réelle différence dans la vie des femmes musulmanes. Pour nous, la déclaration de Beijing et le programme d'action ont constitué un moment d'éclairage, une sorte de lentille à travers laquelle nous pouvons examiner notre engagement être des femmes pour les femmes. La compréhension actuelle de notre charisme de guérison a évolué et en réponse continue d'évoluer en réponse aux besoins de notre époque. Nous sommes passés de soins médicaux directs dans les hôpitaux à la promotion et à la prévention de la santé avec le principe que la justice est une partie intégrante de la guérison, y compris la justice environnementale. Notre travail n'est pas de la charité, c'est la justice. Permettez-moi de partager avec vous certaines des manières dont les sœurs de mission médicale ont contribué à apporter du progrès dans des domaines clés de préoccupation critique qui font partie de l'agenda mondial des femmes. Les femmes et la pauvreté. Aider les femmes à sortir de la pauvreté en favorisant leur autonomie économique en Inde. L'éducation et formation des femmes. Offrir des opportunités de formation dans les professions de la santé, en particulier aux femmes, ainsi que des outils pour leur accès à l'éducation. Les femmes et la santé. Pour une associée de MMS s'est spécialisée dans le cancer du sein et les initiatives de la santé pour les femmes. Elle a donc fourni des traitements professionnels pour la santé mentale des femmes et on a fait une priorité de développement global. La violence contre les femmes. Il est important de développer euh, les femmes dans les conflits armés. Développer une mission dans le nord de l'Ouganda pour les réfugiés qui ont fui du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo. Il est important de leur fournir du support, des soins et de la santé.
Droits humains des femmes. Amélioration des connaissances juridiques, diffusion des lois et actes relatifs aux droits humains et à l'égalité des genres. Les femmes et les médias. Utiliser les médias pour transmettre des attitudes positives sur les femmes et leur contribution à la société. Les femmes et l'environnement. Encourager et promouvoir la contribution des femmes à la gestion des ressources naturelles et à la préservation de l'environnement. Certains des effets de notre application de la déclaration du programme d'action de Pékin. Rita, qui est arrivée d'Haïti aux États-Unis il y a des décennies, a appris l'anglais avec l'aide du Cercle des femmes fondé par Sœur Lorraine, MMS et Sœur Joanne et une sœur de la Sainte-Croix. En 2017, Rita travaillait au département de diététique du système scolaire du comté de Palm Beach et a pu envoyer son fils à la faculté de médecine. La formation en soins infirmiers et d'autres compétences sanitaires brise le cycle de la pauvreté et du mariage des enfants. Les femmes sont plus capables de prendre soin de la santé de leur famille. Le nombre de cas de violence domestique a considérablement diminué à Rwanda. Les hommes et les garçons sont beaucoup plus conscients des droits des femmes et des filles et, et, et ils donnent de l'importance euh, dans le fait de les traiter avec plus de respect. Au service de santé intégrée de l'hôpital catholique Notre-Dame de Lourdata en Éthiopie, la création de la zone d'attente pour la maternité a réduit significativement le nombre de décès de 708 à 65 pour 100 000 naissances vivantes entre 1987 et 2018. Les veuves ayant reçu une formation en boulangerie à Anga au Kenya ont transmis leurs compétences aux jeunes vivant avec le VIH pour montrer leur soutien intergénérationnel. Nos meilleures pratiques qui amplifient nos contributions au programme d'action de Pékin. Être des pionniers dans les soins de santé dans des zones où les services de santé ne sont pas facilement accessibles. Répondre selon les besoins de chaque moment. Approche holistique de la santé et de la guérison. Défier les structures d'injustice en travaillant pour des voies alternatives qui donnent vie aux personnes et à la planète. Avoir la perspective que les décisions et actions que nous prenons au niveau local ont un impact au niveau global et vice-versa. Collaborer et travailler en réseau avec des organisations locales, différentes traditions religieuses, organisations internationales et ONG. Par exemple, le partenariat avec les Sœurs de la Charité de Nazareth. La conclusion. J'aimerais conclure avec les mots d'Anna Dengel. J'étais feu et flamme pour être missionnaire
avec un objectif défini. Combler un besoin insatisfait que seules les femmes peuvent combler. J'étais déterminée à devenir médecin missionnaire en faisant quelque chose que seules les femmes pouvaient faire pour les femmes qui souffrent. Cela a touché le sentiment de parenté féminine et a enflammé mon enthousiasme juvénile. Près de 100 ans après notre fondation et dans la 25e année de notre accréditation auprès des Nations Unies, nos approches intégratives et holistiques qui continuent de se perfectionner nous permettent, en tant que sœurs de la mission médicale, de transformer la vie des femmes et des filles dans certains des endroits les plus difficiles du monde. Nous invitons également les hommes et les garçons à devenir nos partenaires, pour atteindre l'égalité des genres pour les femmes et les filles. Merci à tous de nous avoir écoutés et aux organisateurs de cet événement pour cette opportunité. Joyeux mois de la femme. Merci Babita pour ces paroles inspirantes et éclairantes. Votre travail avec les sœurs de la mission médicale met en lumière le lien essentiel entre la santé et l'égalité des genres. Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés pour offrir des soins aux femmes marginalisées et comment avez-vous réussi à les surmonter tout en restant fidèle à votre foi et votre mission? Premièrement, les défis pour fournir de la santé aux femmes a commencé il y a très longtemps. Il est important de changer la loi. Nous essayons de amener le changement. C'est très difficile à cause des inégalités structurelles. Le système n'aide pas les personnes à avoir accès à la santé et l'éducation. Tout cela est très difficile. Alors, les personnes sont pauvres, n'ont pas accès à la santé. Mais nous avons construit nos hôpitaux, nous avons fait des programmes de santé, nous avons aidé à autonomiser les femmes, les jeunes et les communautés pour qu'ils aient accès eux-mêmes à leurs ressources. Nous avons aussi autonomisé et nous avons aussi autonomisé les personnes pour qu'elles soient plus fortes, pour qu'elles elles-mêmes amènent le changement et des changements systémiques. Nous avons aussi, nous avons autonomisé les personnes, les individus à bénéficier de toutes les aides dont ils puissent bénéficier par le gouvernement. Nous avons aussi notre approche pour la société est d'autonomiser les femmes et les filles. Donc, grâce à de nombreuses initiatives liées à cela, il y a plusieurs groupes auxquels nous avons essayé d'enseigner à être autonomes et indépendantes et à prendre les choses entre les mains. La finance des femmes et leur bien-être économique reste un problème très important. Il est donc important de trouver des solutions pour cela, pour qu'elles aient accès aux services financiers. À travers nos familles, nos amis, etc., nous avons essayé de répondre à leurs besoins et, euh, et d'atteindre le plus de femmes possible pour que notre aide leur soit portée. Merci. Merci, Babita, pour ces paroles très inspirantes. Il faut que les femmes aient leur santé entre leurs mains et qu'elles prennent les choses en action, qu'elles puissent
agir selon leur propre pouvoir, c'est en effet très important. Notre première intervenante est Brenda Egan, directrice de la mission et du ministère pour l'Institut de la Bienheureuse Vierge Marie dans la région des États-Unis. Brenda partagera ses réflexions sur la manière dont les religieuses de sa communauté ont favorisé la croissance spirituelle et les défis qu'elles rencontrent en exerçant leur leadership au sein d'un cadre patriarcal. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. J'ai le privilège de partager un aperçu de l'héritage remarquable de notre fondatrice Mary Ward. En quelques minutes, il est impossible de saisir pleinement l'impact profond qu'elle a eu sur des millions de femmes à travers le monde et dans son temps, des millions. Visionnaire en avance sur son temps, elle a fondé une congrégation unique en son genre, centrée sur l'éducation et l'autonomisation des femmes et des filles. Une ambition qui défiait l'imagination masculine de son époque. En 1609, où l'Église est persécutée, les croyants sont persécutés, ils se cachaient des autorités, etc. Grâce à sa foi, elle s'est lancée dans un voyage courageux pour convaincre les autorités que son appel était inspiré par Dieu. Son aspiration à modéliser une spiritualité et une vie ministérielle selon l'exemple des Jésuites, a été accueillie par un scandale et une opposition, même avec l'encouragement de soi-disant confesseurs. Elle a été envoyée en exil, emprisonnée, et est finalement décédée avant que sa vision ne soit pleinement réalisée. Nous savons maintenant que les prophètes ne sont pas garantis de voir la terre promise. Pourtant, nous n'avons pas garanti, mais nous devons toujours faire le travail. Pourtant, le feu qu'elle a allumé perdure, alimenté par l'amour, le sacrifice et une vocation en harmonie avec la nature de Dieu et toute la création. Vous devez l'imaginer dans votre cerveau. Aujourd'hui, l'Église la considère comme vénérable. Pour moi, elle transcende même la sainteté. Sa foi inébranlable a persisté malgré le rejet et elle a persévéré dans sa mission, vêtue de l'humble habit d'un pèlerin pour renforcer sa foi et affirmer le pouvoir et la valeur des femmes comme contributrices égales à la connaissance, au service et à l'innovation. C'est une personne que vous devriez tous connaître. En tant que directrice des missions et du ministère dans ma province aux États-Unis, je suis honorée de continuer ce travail sacré de co-créer la vie et la mission au sein de l'Institut, surtout en tant que femme. Même au milieu de la diminution, notre mission est une poursuite incessante pour amplifier les voix des femmes, créer des espaces où nous pouvons écouter, nous engager et plaider pour la justice, l'intégrité, la liberté et la joie. C'était l'énergie que Mary Ward avait et que nous essayons de continuer et de porter notre travail. Ce sont des valeurs dont notre monde a désespérément besoin. C'est pourquoi nous nous immergeons dans l'hospitalité évangélique. Une économie de partage là où il y a besoin et l'engagement civique, témoignant des valeurs évangéliques de miséricorde, de compassion, qui sont des valeurs nobles dont nous avons besoin aujourd'hui, spécifiquement avec le contexte du gouvernement des États-Unis. Avec Avec les ressources qui nous sont confiées, nous défions les systèmes injustes, même lorsque cela signifie nager à contre-courant. Nous sommes poussés à sortir de nos zones de confort, à dire la vérité dans une époque où la propagande et la désinformation dictent souvent le récit. Nous nous tenons en solidarité avec les migrants, nous nous opposons à l'altérisation de l'autre, nous nous efforçons
de consommer moins pour que d'autres aient ce dont ils ont besoin. Nous vieillissons, mais nous nous efforçons d'être une présence de Dieu et de bonté dans le monde. Depuis des siècles, les religions sont l'épine dorsale et la force motrice de l'Église et de la société. Mais l'histoire a souvent ignoré nos contributions. Grâce à notre engagement pour l'éducation, en particulier pour les filles et les femmes, nous avons ouvert des voies permettant aux femmes d'accéder au leadership au sein de l'Église, du milieu universitaire, des communautés locales, des soins de santé, du gouvernement et des services sociaux essentiels pour les marginalisés. Cependant, les opportunités et la représentation équitable restent précaires. Nous nous trouvons à un carrefour, témoins du démantèlement systémique des politiques de diversité, d'équité et d'inclusion dans notre pays sans justification. Dans notre pays, mais aussi dans le monde. Les droits et la justice ne sont pas garantis, car des caprices politiques et culturels menacent d'éroder l'égalité des sexes et l'équité, et de saper les progrès que nous avons tant lutté pour atteindre et que malheureusement nous tenons souvent pour acquis. Mary Ward, qui n'a peut-être jamais utilisé le terme égalité des sexes, ni ne venait d'une société qui reconnaissait cette égalité. Elle vient d'une société qui ne reconnaissait pas la diversité, l'équité ou l'inclusion. Mais ce qu'elle possédait, c'était une conviction inébranlable que le changement était nécessaire. Elle a mis à profit sa foi, son intellect, sa position sociale et sa détermination pour remettre en question les inégalités de son époque. Ce faisant, elle a éclairé un chemin pour le monde, un chemin qui continue d'inspirer et de transformer nos vies aujourd'hui. Merci beaucoup pour m'écouter. Merci beaucoup, Brenda, pour votre leadership inspirant et pour le travail que vous accomplissez au sein de la communauté IBVM. En tant que leader de l'IBVM, vous êtes profondément engagé dans la formation spirituelle et l'implication communautaire. Comment trouvez-vous l'équilibre entre le fait d'évoluer au sein d'une église patriarcale tout en encourageant les femmes à prendre des rôles de leadership dans leur communauté de... Je vais juste dire rapidement, premièrement, nous ne pouvons pas faire les choses seuls, tout le monde doit agir. Nous avons besoin de dire la vérité et d'avoir le langage de l'amour pour contrer les traditions patriarcales. Et je fais un podcast où je parle de mon rôle en tant que femme au sein d'une église patriarcale et vous pouvez le voir sur le diaporama et je vous l'invite à l'écouter. Il est important de se poser la question que nous devons continuer à inviter les gens à participer à notre travail, car nous devons vraiment stopper l'altérisation, car nous pouvons donner la faute aux autres, mais tant que nous ne faisons pas rien, rien ne va changer. Donc, c'est mon appel pour agir contre cela et pour que tous y participent. Donc, c'est ce que je vous encourage à faire. Merci beaucoup. Merci, Brenda. Je pense que nous sommes tous d'accord avec vous. Nous devons tous agir. Donc, merci beaucoup pour vos réflexions profondes et significatives. Notre prochaine intervenante est Leonida Kwamboko Oriki, directrice de Wanawake kwa Wanawake Kibera à Nairobi, au Kenya. Léonida partagera son expérience dans l'autonomisation des femmes au sein de l'une des communautés les plus marginalisées de Nairobi et expliquera comment elle œuvre en faveur de l'égalité des genres au Kenya. Léonida, je vous donne la parole. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci à tous pour être là. Je suis très contente que vous soyez ici. Donc, je viens du Kenya.
Aujourd'hui, je vais partager avec vous qu'est-ce que nous faisons dans mon association pour mettre en action la plateforme de Pékin. À Kibera, dans notre association, nous supportons les femmes et les filles dans les établissements informels d'éducation par l'éducation et la formation aux compétences. Nous aidons les femmes qui n'ont jamais été à l'école à avoir accès à l'éducation. Nous créons des voies pour la croissance économique et des opportunités d'emploi stables. Nous garantissons l'accès à des soins de santé de qualité à des conditions de vie sûres. Nous levons les obstacles qui empêchent les femmes et les filles d'atteindre leur plein potentiel. Nous fournissons les outils et les connaissances nécessaires pour construire une vie meilleure. Pourquoi nous faisons cela? Car nous croyons que l'éducation est un droit humain. Vous pouvez rencontrer beaucoup de femmes dans notre pays qui n'ont pas été à l'école. C'est une réalité. Il est donc important que les femmes qui souffrent de pauvreté extrême aient accès à l'éducation et à des ressources financières. Donc, il est important d'enlever les barrières pour l'éducation. Nous espérons que cela va changer. Donc, en formant les femmes et les filles au TIC, elles acquièrent les compétences et les connaissances nécessaires pour accéder aux services gouvernementaux et aux plateformes numériques. Car cela s'utilise beaucoup au Kenya, mais beaucoup de personnes n'y ont pas accès. Vous avez besoin de code PIN, vous avez besoin de ressources technologiques, d'argent, et beaucoup de personnes n'ont pas accès à ces ressources-là. Beaucoup de personnes, par exemple, ne connaissent pas connaissance qu'ils ont besoin d'un PIN number et ne peuvent pas accéder aux services basiques publics. Et du coup, ils perdent de l'argent, ils n'ont pas accès aux bénéfices dont ils ont besoin. Il est donc important d'entraîner, de garantir des formations aux femmes pour qu'elles savent avoir accès à leur santé. Nous aidons les filles à poursuivre des carrières dans la technologie, un domaine qui est principalement masculin. Nous aidons aussi à réduire la fracture numérique pour les femmes vivant dans les établissements informels. Nous faisons aussi des cours de restauration et hôtellerie qui aident les femmes à obtenir des emplois stables dans l'industrie hôtelière, à lancer leur propre entreprise grâce aux compétences culinaires acquises, comme la vente de nourriture de rue. Nous enseignons à comment cuisiner, mais aussi comment vendre, comment être propre, comment s'occuper de son matériel, etc. Nos cours les aident aussi à passer d'un travail informel et instable à des moyens de subsistance durables. Le programme Builder que nous avons offre aux âmes des opportunités pour apprendre à des compétences en construction et en métiers spécialisés pour des emplois bien rémunérés, pour travailler dans des secteurs traditionnellement dominés par les hommes, pour atteindre la stabilité financière et une croissance à long terme. Donc, avec notre programme, nous aidons les femmes à accéder à des postes mieux rémunérés et avoir une stabilité financière. Cela leur permet à long terme d'avoir une stabilité économique. Nous avons aussi Table Banking, qui est une organisation qui permet aux femmes d'épargner avec des taux d'intérêt réduits. Cela offre aux femmes aussi un moyen sûr d'accéder à de petits prêts pour développer et améliorer leur entreprise et encourage leur indépendance financière et l'expansion des affaires. Nous avons aussi, au-delà des compétences, nous avons aussi plaidé pour les droits et l'égalité. Les femmes apprennent leurs droits, y compris l'égalité de salaire pour un travail égal. Les femmes massage vivant dans les établissements informels de Nairobi ne sont plus seulement perçues comme des gardiennes de bétail, mais comme des agents de changement. Elles obtiennent des diplômes en construction et militent pour l'éducation, pour leurs propres droits.
et pour leurs propres enfants. Guidés par l'engagement de longue date des sœurs de Loreto en faveur de l'éducation des filles et de la justice sociale, nous avons beaucoup d'initiatives qui remettent en question des pratiques comme l'excision et favorisent l'émergence de femmes leaders. Elles encouragent désormais leurs filles à aller à l'école, garantissant ainsi de meilleures opportunités aux générations futures. Les femmes sont donc au centre du changement. Et nous sommes très fiers de ce que nous avons fait et comment nous avons pu aider les femmes. Il est important de reconnaître les femmes comme des agents du changement et qu'elles sont au centre de l'action. Nous vous demandons juste à ceux qui sont présents de nous supporter, de transmettre notre message et de nous aider à continuer notre travail pour qu'aucune femme ne soit laissée de côté. Et je vous remercie tous. Merci Léonida pour vos paroles percutantes et pour le travail inspirant que vous réalisez à Kibera. J'aimerais vous poser une question. Vous avez consacré vos efforts à l'autonomisation des femmes dans l'une des communautés les plus défavorisées de Nairobi. Pouvez-vous partager une réussite où des femmes de votre communauté ont remis en question les normes de genre et ont généré un changement significatif? Merci beaucoup. Vous savez, je voulais juste partager avec vous une histoire. Nous avons réussi à autonomiser les femmes à prendre soin de leurs enfants, à avoir accès à des formations. Par exemple, celles qui ont eu accès aux formations pour la construction, elles ont pu prendre elles ont pu prendre soin financièrement de leur famille et de leurs enfants toutes seules. Et même dans certaines familles, l'homme reste à la maison pour s'occuper des enfants. Et cela est une chose qui n'était jamais arrivée auparavant dans ces communautés à Nairobi. Donc il y a eu aussi un changement dans les mentalités et cela est très impressionnant. Merci beaucoup. Merci Léonida pour vos paroles percutantes et pour partager cette histoire de réussite de votre programme. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Margaret Lynch, coordinatrice de Good Shepherd International Justice and Peace. C'est aussi une sœur. Margaret nous parlera de son travail dans la défense de la justice et de la paix à l'échelle mondiale, ainsi que de son rôle dans des projets de développement international. Margaret, la parole est à vous. Pour défier le patriarcat, c'est un défi majeur pour toutes les femmes, car nous savons tous que la patriarcie n'est pas seulement des lois, mais aussi des normes. Aujourd'hui, je veux vous donner un petit exemple du patriarcat expérimenté par certaines de nos sœurs. Et nous savons que nos sœurs, quand veulent lutter contre le patriarcat, on s- il y a eu beaucoup d'exemples de notre travail où nous avons travaillé avec des femmes sans domicile. Les femmes euh, qui sont dans la prostitution et les femmes religieuses ont beaucoup en commun. Il est important de le souligner. Après la Révolution en France, les femmes religieuses, les femmes religieuses ont dû quitter leur communauté, ont dû fuir aussi. Et bien qu'elles ont pu parler et agir contre la noblesse, ce n'était pas considéré comme quelque chose d'approprié pour elles. Il y a donc eu beaucoup de problèmes pour elles, car elles avaient beaucoup de biens, elles avaient des ressources pour avec les enfants et les pauvres et les plus pauvres.
Pourtant, ils ont beaucoup de difficultés car elles avaient besoin de permission de hauts fonctionnaires de l'Église qui ont dit non pour leur travail. Donc, elles ont décidé qu'elles allaient quand même réaliser leur travail de manière indépendante. Donc, elles ont demandé de l'aide à beaucoup de personnes et de leurs partenaires et tout le monde a dit non. Mais elles ont finalement trouvé quelqu'un. Elles ont aussi eu la permission de la part de la ville de Paris pour continuer leur travail. Et chaque matin, les sœurs allaient travailler chaque matin, mais cependant, elles ont connu beaucoup d'entraves. Il leur a fallu 3 mois pour réaliser leur projet et cela n'a jamais été fini. Cette histoire montre que bien qu'il y a des obstacles et que souvent ces obstacles peuvent durer beaucoup d'années, nous avons besoin de trouver d'autres solutions, des solutions différentes pour contourner le problème et résoudre et enlever ces barrières. Aujourd'hui, les sœurs de Good Shepherd travaillent ensemble pour s'engager contre les injustices, notamment des injustices qui sont faites contre les sœurs. Dans beaucoup de pays, les sœurs travaillent avec des prostituées. Nos rapports nous disent que dans ce monde, notre premier acte est d'exprimer notre solidarité, d'écouter l'autre, d'accompagner l'autre et de travailler avec l'autre pour développer des programmes qui répondent à leurs besoins. Je voudrais mentionner un exemple d'un projet au Brésil. Au Brésil, en 1996, il y avait un voisinage qui a été développé par des militaires pour y mettre toutes les femmes prostituées dans une même zone, en les ségrégant, les séparant de la société. Nous voyons un parallèle entre les différentes époques où toujours les femmes et notamment les prostituées ont été séparées des sociétés. Le projet a donc commencé, la construction de ce village. Les sœurs ont essayé de protéger les droits des femmes et de leurs enfants qui grandissaient dans ce voisinage. Les femmes et les transgenres et cisgenres qui connaissaient des situations de prostitution, qui ont connu des situations de violence de genre, de pauvreté extrême, avaient besoin de support émotionnel et d'autonomisation et plus d'opportunités pour elles. Il y avait plus d'un millier de personnes dans ce voisinage. Et à la fin, il y a eu plus de 2000 femmes qui travaillaient dans la prostitution et qui étaient présentes dans cette zone. Dans notre travail, nous devons souvent trouver des solutions créatives pour travailler avec les contraintes dont nous souffrons. Dans les années 90, il y a beaucoup de sœurs de différents pays qui s'engageaient auprès des problèmes de contraception. Les femmes avec qui nous travaillions étaient dans des problèmes de prostitution, de violence de drogue et de violence sexuelle. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de solutions médicales pour la contraception et les maladies sexuelles. Il y avait aussi beaucoup de viols qui entraînaient donc les femmes à être enceintes. Il y a beaucoup de sœurs de congrégations qui ont décidé d'aider ces femmes dans ces années-là, où il n'y avait pas beaucoup d'accès, pas beaucoup d'informations et où ces sujets étaient tabous.
Il y avait une femme que nous avions aidée et lors d'un rendez-vous où il y avait des préservatifs dans un poster pour la prise de conscience de tout ce qui faisait partie d'une campagne, la femme nous a dit qu'elle était très perturbée par ce poster et cela montre qu'elle ne comprenait pas son utilisation et il n'y avait pas beaucoup d'informations qui circulaient à l'époque sur la santé sexuelle. Cela montre le besoin qu'il y a pour notre travail. Nos sœurs ont ainsi continué à travailler depuis les années 90 pour répandre l'éducation sexuelle et l'accès à la contraception. Il y a aussi des sœurs qui ont ouvert des cliniques spécialement pour les femmes prostituées, pour leur fournir de l'éducation, plus d'opportunités et des possibilités aussi de plaidoyer pour leur cause. Il y a une nuit, dans mon pays, j'étais en train de parler avec une de ces femmes prostituées et deux hommes se sont approchés et ils m'ont demandé mon prix pour l'heure. Mon amie était très surprise. Je n'ai donc pas dit, j'ai répondu que j'étais une sœur et ils ont dit qu'ils ne m'ont pas cru. Et ils ont dit non, c'est pas possible. Une sœur et une femme, femme prostituée, ça ne peut pas être ensemble. Et je leur ai dit, mais si, je suis une sœur et c'est mon amie. Les femmes ont souvent été vues à travers des catégories très patriarcales de vierges à prostituées, comme si nos places étaient définies par notre expérience sexuelle. Les femmes religieuses ont souvent été idéalisées car selon leur pureté supposée, car elles sont vierges, et leur inexpérience. Elles ont souvent, et- elles ont souvent été aussi catégorisées comme les maîtresses des prêtres. Notre travail est donc important, même s'il est souvent sous-estimé et invisibilisé. Les femmes prostituées ont été stigmatisées d'une manière qui n'est pas d'une manière très marginalisante. Ces femmes ont beaucoup à nous enseigner à nous, de par leur expérience. Beaucoup des femmes que j'ai nues dans beaucoup de pays autour du monde, elles font ce qu'elles font pour leur propre survie et aussi pour leurs enfants. Il n'y a pas d'autre raison à cela. D'autres le font aussi pour payer leur addiction ou même l'addiction de leur partenaire. Et des addictions qui sont là car elles ont souvent eu des expériences très traumatisantes très tôt dans leur vie. Toutes les femmes ont besoin d'avoir accès à des opportunités égales d'éducation, de santé et ont besoin d'opportunités pour éradiquer la violence de leur vie. Les femmes religieuses et les femmes prostituées ont une chose très importante en commun. Elles sont deux groupes marginalisés car elles sont définies par leur expérience sexuelle. Un des défis dont nous faisons face est de rompre ce stéréotype qui nous définit. Une des solutions de faire cela est d'enlever chaque obstacle que nous nous trouvons et que nous avons entre nous. Nous devons nous supporter chacune entre nous. Nous devons refuser de répondre aux clichés et aux catégories qui nous enferment. Et nous devons rejeter les titres que l'on nous donne pour mieux prospérer dans notre société. Merci. Merci Margaret pour partager votre vaste expérience dans la promotion de la justice et de la paix. Comme vous l'avez mentionné, vous avez été... Comment veillez-vous à ce que les voix et les besoins des femmes soient entendus et pris en compte dans le travail de plaidoyer international, en particulier lorsqu'elles proviennent de communautés sous-représentées? Merci. Je pense
que nous devons tous nous regarder les uns les autres et reconnaître notre propre identité. Nous devons tous nous regarder en premier nous-mêmes. Nous devons aussi être intéressés d'écouter, de s'écouter les uns et les autres et d'apprendre de l'un et de l'autre. Personne n'est juste un mot, personne n'est juste une catégorie. Nous avons des réalités multiples au sein de nous-mêmes. Et nous devons reconnaître cela, notre diversité propre à chacun. Merci beaucoup, Margaret. Je pense que oui, en effet, c'est très important d'apprendre à s'écouter et à reconnaître nos diversités. Notre dernière intervenante aujourd'hui est Edita Vera, membre des Sœurs missionnaires du Saint-Esprit et défenseur du développement des femmes par l'éducation et la justice sociale. Le travail d'Edita en Éthiopie ainsi que son engagement continu pour l'éducation des filles est véritablement inspirant. Edita, nous sommes donc honorés de vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bon après-midi, bonsoir à tous, pour ceux qui sont présents aujourd'hui et ceux qui sont en ligne. Je voudrais juste que nous réfléchissions à l'héritage des femmes extraordinaires qui ont vécu leur vie avec une conscience aiguë de leur époque et ont un impact significatif grâce à leur ouverture et leur courage. Je vais vous présenter deux femmes remarquables qui sont nées en Allemagne au XIXe siècle, la bienheureuse Maria Helena Stonewwerk et Josefa Hendrina Steinmann. En tant que cofondatrices des Sœurs missionnaires servantes du Saint-Esprit, elles ont consacré leur vie à servir les plus vulnérables. Leur engagement indéfectible a laissé un héritage qui continue d'influencer notre mission et notre mode de vie aujourd'hui. En suivant leur parcours, nous reconnaissons que leur vie et leur travail s'alignent sur les domaines clés de la plateforme d'action de Pékin qui met l'action sur l'autonomisation, le leadership et la justice sociale. La bienheureuse Maria Elena et Josefa croyaient que l'éducation était un puissant outil de transformation. Sous leur direction, en 1895, les premières sœurs missionnaires sont parties pour l'Argentine avec une compréhension claire des besoins de l'époque, l- qui étaient l'éducation et les soins de santé. Elles ont rapidement ouvert des écoles formelles et non formelles et ont créé des centres de soins de santé qui ont transformé d'innombrables vies, en particulier celles des femmes, des filles et des communautés marginalisées. Cette passion pour l'éducation et le service s'est rapidement propagée à d'autres continents, notamment l'Afrique et l'Océanie. À une époque où les opportunités de leadership pour les femmes étaient limitées, ces pionnières ont confondé une congrégation missionnaire mondiale, défiant et brisant les barrières traditionnelles. Leur leadership a prouvé que les femmes peuvent diriger efficacement de grandes organisations et inspirer les autres à assumer des rôles décisionnels. Pour donner un exemple, nos sœurs en Éthiopie proposent des formations en leadership pour les femmes au niveau local. Cette initiative a été couronnée de succès car elle permet aux femmes de gérer leur famille, d'atteindre l'indépendance financière et de travailler pour un développement durable. De plus, elle leur permet d'élever leur voix et de revendiquer leur place légitime dans la société. Aujourd'hui, nos sœurs, avec d'autres femmes, continuent de continuer cette mission et d'autonomiser les femmes.
Elle travaille pour résoudre des problèmes critiques comme la pauvreté euh, et la discrimination. Au Paraguay, les sœurs supportent activement le droit des autochtones déplacés par force et défendent leur dignité contre la marginalisation. En Argentine, les sœurs promouvoient le développement intégral de plusieurs communautés autochtones à travers l'éducation. En Uruguay, en Indonésie, il y a beaucoup de sœurs qui ont collaboré avec d'autres organisations pour combattre le trafic d'êtres humains et la violence domestique. Ces dernières années, la congrégation a lancé des efforts pour sensibiliser aux questions environnementales et promouvoir des pratiques durables. Elle souligne l'importance de prendre soin de la création comme un aspect essentiel de leur mission. Un bon exemple est en Argentine où dans plusieurs écoles, la plantation d'arbres et le jardinage à domicile sont devenus des éléments essentiels d'une activité extrascolaire. Un héritage durable, car leur travail ne s'arrête pas ici. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons partager. La congrégation continue à travailler, comme la création de Viva International, qui est un exemple de ce travail continu, une ONG dédiée à la promotion des droits humains, en particulier les droits des femmes, des enfants et des communautés marginalisées. Viva International célèbre cette année ses 25 ans de plaidoyer pour la justice, la paix et le développement durable. Cette organisation défend les droits tant au niveau local qu'auprès des Nations Unies, par exemple. En conclusion, les vies inspirantes de la bienheureuse Maria Elena et de Josefa continuent de nous motiver aujourd'hui. J'aimerais vous inviter à réfléchir à qu'est-ce qui vous inspire à vous battre pour les droits dans votre propre vie. Vous pouvez penser à une personne en particulier qui vous a inspiré à cela. Que leur héritage éveille en nous la passion d'être des phares de lumière, luttant pour l'égalité et transformant l'inclusivité d'un rêve lointain en une réalité tangible pour tous. Merci. Merci Edita d'avoir partagé ce parcours puissant et votre travail que vous avez accompli pour autonomiser les femmes grâce à l'éducation et la justice sociale. Selon votre expérience, comment les organisations confessionnelles peuvent-elles répondre aux besoins spécifiques des femmes vivant dans des zones de conflit ou des communautés marginalisées, notamment face aux barrières culturelles ou systématiques à l'égalité? Je pense qu'il y a beaucoup de fois où nous aimerions aider et nous faisons des choses pour les individus, nous arrivons là-bas et nous essayons de répondre aux besoins que nous voyons qui sont présents. Donc je pense que la première chose que nous devons faire est d'écouter ces personnes, d'être attentif à leurs récits, à leurs personnes, à leurs besoins. Une autre chose est d'aider les femmes à internaliser leur propre pouvoir. Et j'aimerais aussi qu'il est important de renforcer le sens de famille, comme l'histoire que j'ai partagée, car il est important d'autonomiser les familles elles-mêmes. Par exemple, pour que les hommes sachent ce qu'il faut faire à la maison, sachent ce qu'il faut faire pour prendre soin de leurs enfants et de leur famille, qu'ils soient autonomisés dans cela. Voilà, ce sont mes recommandations. Merci beaucoup, Edita. Et maintenant, merci à tous nos incroyables intervenants pour vos réflexions éclairantes et votre précieuse contribution. Nous pouvons les applaudir une nouvelle fois. Je pense que nous avons le temps pour quelques questions, que ce soit en ligne ou en présentiel. Si quelqu'un veut poser une question, allez-y. Je vous invite à lever votre main.
en ligne ou en présentiel? Nous avons une question au fond. Si vous pouvez venir ici pour parler au micro afin que tout le monde vous entende. Je suis avec le conseil et le comité des églises et je suis coprésidente de comité de l'exploitation sexuelle. J'ai vraiment beaucoup apprécié tous vos intervenantes. J'aimerais vous adresser cette question à vous toutes. Qu'est-ce que vous faites chacune, en particulier pour la prostitution des femmes et essayer de mettre fin à cela? Nous allons avoir une autre question pour donner le temps aux intervenantes de réfléchir. Merci beaucoup à toutes. Je suis Willy de Kenya. Mon question, la prostitution est l'un des travails les plus anciens au monde. Comment est-ce que vous arrivez à engager les hommes dans votre combat contre la prostitution et pour aider ces femmes? En Irlande et aussi dans d'autres pays en Europe, il y a eu une campagne pour engager les hommes qui aussi incluait des hommes célèbres pour parler de la prostitution et faire quelques publicités, pour parler du sujet. Cela était important pour engager les autres hommes dans ce combat. Et je pense que ça a eu un impact, quel que soit le degré de cet impact. C'est quelque chose que les jeunes garçons apprennent très tôt. Et aussi les femmes, quand nous avons des conversations avec nos parents, nous apprenons très tôt qu'est-ce qui est acceptable ou pas. Et il faut aussi donc changer ce genre de mentalité. Et c'est vrai que c'est important. C'est aussi une mentalité qui est liée au sexe en soi, non à nos vies sexuelles. Il est donc important d'éduquer les autres hommes et les jeunes garçons très tôt pour avoir ces conversations qui peuvent changer les mentalités et notre rapport à la prostitution. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a une autre question en présentiel. Merci beaucoup à toutes. Je viens du Canada. Je voulais aussi vous dire que j'ai aussi une question, mais j'avais juste envie de vous applaudir car j'ai vraiment aimé ce que vous avez dit, vos discours, euh, vos discours prenants et vos mots inspirants. Nous avons beaucoup de travail à faire encore, mais vos discours nous inspirent beaucoup à continuer notre travail. Comme l'une de vous l'a dit, c'est un appel de Dieu et il faut tous y répondre pour tous briller ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres mains levées. Si vous pouvez venir ici pour parler au micro.
Je voudrais m'adresser à Margaret. Comment vous arrivez à gérer la moralité et votre religion face aux femmes que vous rencontrez? Comment est-ce que vous arrivez à engager les jeunes femmes dans votre combat tout en correspondant, correspondant à votre foi et vos croyances? Car en tant que pasteur, nous essayons d'engager les femmes dans notre foi, mais cela n'est toujours pas facile. Nous n'arrivons pas forcément à nous reconnecter, à connecter les femmes avec leur foi. Je suis aussi associée avec la mission médicale des sœurs et, et je pense qu'il y a beaucoup de choses en commun entre la prostitution et le trafic d'êtres humains. Mais il y a beaucoup de prostituées qui sont trafiquées aussi. Donc, il y a peu de choix pour les femmes dans le marché sexuel, le trafic d'êtres humains, et nous devons adresser ces problèmes. Merci beaucoup à tous pour vos expériences. Je suis dans une université catholique et je me demandais juste, car nous avons écouté beaucoup de discours de femmes très différentes, est-ce que vous pensez que dans tous ces endroits, il y a beaucoup d'espace pour les chrétiens et les chrétiennes, spécialement, spécifiquement? Et comment vous vous définissez vous-même face aux positions de l'Église? Merci beaucoup. Je pense que nous avons le temps pour une dernière question avant la réponse des intervenantes. Merci beaucoup. Mon nom est Carole. Quand nous étions dans l'ascenseur, il n'y avait que des femmes et juste un homme qui essaie de rentrer dans l'ascenseur. Et une des filles a dit, laissez l'homme rentrer. Et il était très heureux que nous l'avions laissé rentrer dans l'ascenseur. Et quand il est rentré, je lui ai dit, j'ai deux, j'ai deux fils et un mari. Et je lui dis, les hommes doivent être ici avec nous dans ces endroits. Nous avons besoin de les amener dans notre monde, dans notre combat pour la justice. Des jeunes garçons aussi, mais aussi des jeunes filles. Nous avons besoin de la voix des jeunes, nous avons besoin de les éduquer. Et je pense que nous avons besoin d'être ensemble. Il ne peut pas être, nous devons leur ouvrir l'accès aussi à ces endroits. Merci. Merci beaucoup. Nous avons peut-être besoin pour une question en plus. Si vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mon nom est Caroline. Je viens du Canada. Je voudrais d'abord toutes vous remercier pour vos discours très inspirants. Je voulais aussi je travaille sur l'équité, l'inclusion et l'accès aux opportunités. Et je voulais dire que je vous suis très reconnaissante pour tout ce que vous faites et votre combat. Voilà, je voulais vraiment vous remercier. Et nous continuerons de travailler pour cela. Nous allons maintenant passer aux réponses des intervenantes.
La sexualité, le trafic sexuel est une addiction dans notre monde et nous n'avons pas l'aide dont nous avons besoin. Nous n'avons pas de dialogue ouvert à cela dans nos sociétés. Aussi sur ce qui est sain, car il y a beaucoup de choses dont les gens abusent. Cela inclut des comportements sexuels, le trafic sexuel. Il faut redéfinir nos comportements pour des comportements plus sains. Et je pense que nous avons donc beaucoup de travail à faire sur cela. Merci beaucoup, Brenda. Est-ce que d'autres intervenantes veulent répondre? Les hommes et les jeunes garçons sont effectivement font partie de notre histoire, de nos familles. Je pense qu'il est important d'autonomiser les femmes, car l'autonomisation des femmes reste un combat central pour nous. Mais je suis d'accord qu'aujourd'hui, des fois, nous négligeons les jeunes garçons qui sont un aspect important de l'inclusion et de l'autonomisation des individus. Nous devons les inclure, les réinclure dans nos conversations, dans nos endroits. Car si nous parlons par exemple du trafic des êtres humains ou des femmes, nous avons besoin des hommes, de leur perspective et qu'ils participent à notre combat et qu'ils soient conscients de ces problèmes aussi. Car ces problèmes, car ils sont aussi liés à ces problèmes eux-mêmes. Donc vous avez besoin de les sensibiliser à cela et les sensibiliser au fait de respecter la dignité humaine et la dignité des femmes et de tous. Car ce sont des problèmes pas seulement des femmes, mais aussi des femmes et des hommes. Merci beaucoup. Merci, Babita. Nous avons des questions en ligne. La guide, s'il vous plaît, pouvez-vous euh, vous faire entendre et activer votre micro? Je cherche ma question. Bonjour, je viens de Ghana. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Nous allons lire votre question du chat. Comment les institutions religieuses peuvent défier activement et transformer des normes culturelles et religieuses qui perpétuent l'inégalité des genres tout en restant fidèles à leurs enseignements spirituels. Je pense que cela vient aussi, c'est très significant dans cette discussion entre la laïcité et le religieux. Est-ce que l'une des intervenantes veut répondre à cette question? Je crois que les transformations vont lentement. On ne peut pas toutes les faire en même temps. Nous avons besoin de temps, de dialogue, de formation et beaucoup de réunions avec tout le monde. Donc, les communautés entre elles doivent échanger pour changer ces normes. Et il faut aussi des conversations entre les membres de l'Église. Tous ensemble, nous avons mené en paix, nous sommes rassemblés en paix pour savoir quels sont nos objectifs
quels sont les objectifs des autres, pour savoir aussi ce que l'autre personne pense et a en tête. Nous avons besoin de marcher ensemble, de comprendre, de se comprendre l'un et l'autre. Et quand nous nous comprenons ainsi, c'est comme ça que le changement vient. On peut critiquer l'Église, on peut critiquer les institutions, mais si nous pouvons trouver d'autres approches tous ensemble pour amener du changement et nous écouter les uns les autres, je pense qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a que du changement. Merci. Allez-y, Brenda. Je voulais juste dire, en tant que femme africaine, où la dominance des hommes fait partie de la culture, nous avons, il y a aussi beaucoup de conversations dans les espaces laïcs qui se passent et qui incluent aussi des religieux, et c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de rassembler ceux qui sont croyants et ceux qui ne sont pas croyants pour avancer tous ensemble. Et cela va prendre du temps, mais c'est important de le faire. Merci beaucoup, Brenda. Est-ce que une de vous a des remarques finales à faire? Margaret, quand je pense que lorsqu'on parle de nos traditions religieuses et l'autonomisation des femmes, je pense que nous devons toujours revenir au gospel et à l'avènement du Christ. Je pense que ce que nous enseignons dans nos traditions sur la personne du Christ, qui elle est, et sa réalité a aussi des points communs avec la nôtre aujourd'hui. Et dans nos enseignements et dans notre pratique, c'est sur cela que nous devons nous concentrer sur cela et transmettre ce que nous savons aux autres pour mieux, euh, pour mieux mener notre combat. Merci beaucoup, merci à tous. Et je veux vraiment remercier nos intervenants pour leur discours inspirant, votre contribution de chacune ont vraiment été très inspirantes et nous sommes tellement reconnaissants de vous avoir aujourd'hui. Vous pouvez les applaudir très fort. Aujourd'hui, nous avons vu que les femmes autour du monde ne sont pas seulement des défenseuses des droits des hommes, mais sont aussi des modèles d'inspiration. À une époque où les droits des femmes et des filles sont menacés par la montée des extrémismes, ces femmes nous rappellent qu'à travers la foi, le leadership et la collaboration, nous pouvons résister à l'oppression et œuvrer pour un monde plus juste. Merci à toutes et à tous d'avoir pris part à cette conversation essentielle, que cette discussion nous inspire à passer à l'action, à initier des changements et à continuer à promouvoir le dialogue et le partenariat pour l'égalité des genres. Le travail est loin d'être terminé, mais ensemble, nous ferons la différence. Merci encore pour votre présence.